On l'avait surnommé Jordan Bardella au vu des 76 amendements qu'il a déposés en l'espace de 5 ans, quand j'en ai déposé plusieurs milliers. Vous avez associé le fascisme à Jordan Bardella? Oui. A été créé par des anciens Waffen-SS. C'est-à-dire 365 milliards d'euros par an. Mon plan est très clair, c'est dissuader, c'est l'absence d'humanité, c'est ça. renvoyer. Et mettre en place un protectionnisme écologique européen aux frontières de l'Union européenne. Aujourd'hui, l'Europe, malheureusement... Normalement, si vous êtes sorti de chez vous ces derniers jours, vous avez pu voir un truc. Depuis 10 jours, on dirait que tout le paysage politique français s'est figé pendant un instant, avant de repartir à toute vitesse en hurlant dans tous les sens. Tous les partis bourgeois sont en effervescence pour tenter de sauver leur peau, et certains commencent déjà à s'émietter. Les partis de gauche, y compris les révisionnistes, se mettent en ordre de bataille apparente pour sauver leur siège et leur avenir politique, mais s'entrebouffent dans une rare violence face au Rassemblement national. La bête immonde semble s'approcher de plus en plus, et rien ne semble pouvoir l'arrêter dans sa marche pour le pouvoir. Hantise de la mascarade électorale depuis le score de Jean-Marie Le Pen en 2002. Les gaullistes s'allient avec les pétinistes. L'illusion de l'opposition entre partis bourgeois se dissipe. La cause de tout ça est bien évidemment un coup de théâtre spectaculaire dans le cirque parlementaire français. Le 9 juin 2024, le soir même des résultats des européennes, Macron décide de dissoudre l'Assemblée nationale. Panique absolue, incompréhension dans le rang des macronistes, mais aussi des éditorialistes, des chiens de garde des médias bourgeois, des partis bourgeois classiques et même celle du Rassemblement national, alors que Bardella avait lui-même demandé cette dissolution. Ils se sentent trahis. Certains crachent même sur leur guide suprême. Je ne vous sens pas très enthousiaste à titre personnel. Est-ce que vous approuvez vraiment ce coup de poker? Ce que représente cette élection législative, c'est l'élection législative qui aura les conséquences les plus lourdes pour la France, pour les Français, de l'histoire de la Ve République. Y compris pour le Premier ministre Gabriel Attal a tenté lui-même, on peut vous le confirmer ce matin, c'est bien une information BFM TV, de dissuader Emmanuel Macron en apprenant sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale. Je suis le fusible, a dit Gabriel Attal à Emmanuel Macron. Macron est très content de lui d'ailleurs. Il dit qu'il est fier de son coup, qu'il a balancé une grenade dégoupillée entre les jambes de ses concurrents. L'homme qui a détruit le PS et semble-t-il fortement affaibli les Républicains et le parti fasciste Reconquête ne s'y trompe pas. Une nouvelle étape dans le processus de réactionnarisation est désormais franchie. Alors, sommes-nous condamnés à faire face au fascisme, incarné par le très médiocre Jordan Bardella? Et d'où est sortie cette force impressionnante d'un parti aux intérêts si antagoniques avec ceux des masses, si alignés avec les autres partis bourgeois en pleine crise générale de l'impérialisme? Bonne question, auxquelles nous allons répondre. Avant de revenir directement sur l'actualité, c'est important de faire un travelling arrière sur notre époque. L'impérialisme français, grossièrement, se retrouve de plus en plus isolé sur la scène internationale. Plus de 40 ans de décomposition avancée lui ont fait perdre des marchés considérables. L'Afrique de l'Ouest n'est plus à portée de main, zone où pourtant, les bourgeois français se sentaient encore un peu chez eux au fond. Leurs capitaux rentrent moins facilement et leur État n'est plus le bienvenu dans des pays qu'il avait bien ravagés comme il faut pour conserver ses débouchés. Mais rien n'y fait, la sauce ne prend plus. Des impérialismes plus puissants, comme les États-Unis, les Russes ou encore les Chinois, chassent littéralement la France de toutes ces zones exclusives d'exploitation du tiers-monde. On l'a bien vu au Niger, au Mali, au Sénégal et même au Gabon, pourtant dirigés depuis des décennies par de proches amis de la France. Les masses ne veulent plus de l'impérialisme français, qu'il faille passer par des élections ou des coups d'état militaires. Mais un impérialisme ne sait pas mourir tout seul dans un coin en n'embêtant personne. Les bourgeois préfèrent tous nous voir mourir dans des tranchées plutôt que de se résigner à une baisse brutale de profit. Et c'est précisément ce qui se profile actuellement à l'échelle mondiale. Invasion de l'Ukraine par la Russie, aux portes de l'Union européenne, visée de la Chine sur l'île de Taïwan, premier fournisseur mondial de microprocesseurs, génocide actif en Palestine par Israël, sur fond de tendance à la guerre régionale au Moyen-Orient. Montée astronomique du budget militaire des impérialismes occidentaux, États-Unis et Europe de l'Ouest en tête, tout semble s'accélérer à une vitesse effrénée. La vieille Europe sent qu'elle commence à perdre la main dans sa part d'exploitation des pays opprimés. Non pas qu'il y ait moins d'exploitation, mais la concurrence est rude. De fait, elle se sent acculée, et un animal acculé cherchera toujours à mordre. La France, et par là on entend surtout la bourgeoisie française, est privée d'un appareil industriel suffisant pour l'économie de guerre,
depuis les privatisations massives des années 80. Les conquêtes sociales, permises après la lutte de libération nationale antifasciste face au fascisme allemand par des communistes en armes, ont ralenti l'impérialisme français au long terme sur la prochaine échéance de repartage du monde, c'est-à-dire la guerre mondiale. L'impérialisme français est ultra-financiarisé et sous-industrialisé, et cela, en cas de guerre, est une faiblesse qui ne pardonne pas. Pour participer à une guerre mondiale, évidemment, il ne suffit pas de quelques échauffements. Il faut prouver au capital financier qu'on est capable de se battre pour lui, de défendre ses intérêts. Voilà pourquoi, depuis au moins 30 ans, les masses françaises subissent une offensive générale sur les libertés démocratiques et les conquêtes économiques. Très souvent, l'État ressort la vieille artillerie. On peut le constater avec l'état d'urgence, vieille mesure répressive, très utilisée aussi bien en Algérie française que dans nos quartiers en 2005, et désormais inscrit dans la Constitution. Mais on peut aussi le constater dans des attaques de plus en plus fortes sur les retraites, le chômage, mais aussi et surtout sur l'unité des masses. Et pour cause, pour le gouvernement et ses maîtres, il faut renforcer l'exploitation. S'ils ne le font pas, ils se feront balayer par des parasites plus gros et mieux préparés. La rhétorique belliciste est partout. Nous sommes en guerre, il faut aller plus vite, toujours plus vite et ne jamais s'arrêter, sinon nous sommes morts. Voilà pourquoi exploiter et surexploiter ne suffit pas. Ce n'est pas qu'une question économique, mais c'est surtout une question politique. La bourgeoisie doit régner en maître. Voilà pourquoi il y a aussi une atteinte aux libertés démocratiques, comme la liberté d'expression, et une concentration des médias dans quelques mains de monopolistes. Et en parallèle, des tentatives de corporatiser, d'enrégimenter la société pour qu'elle soutienne la bourgeoisie. C'est dans ce contexte que survient cette fameuse dissolution. Ce que Macron fait n'est pas un pari risqué ou une folie, c'est une nouvelle étape dans le processus de restructuration du capitalisme français. L'État n'est pas détaché des monopoles, tout comme il n'est pas au-dessus de la société en arbitre neutre et bienveillant. Il a un outil de pouvoir et un outil qui doit être adapté aux besoins de la bourgeoisie dans chaque situation. La bourgeoisie doit passer en économie de guerre, partir à la conquête de nouveaux marchés et, soyons fous, récupérer ce qu'elle a perdu. Cette situation est semblable dans beaucoup de pays impérialistes, et se fait particulièrement ressentir en France depuis déjà plusieurs années. Mais l'État, qui doit nous réarmer, comme dirait l'autre, doit être fort, capable de nous tenir en respect et d'empêcher que nous prenions nos affaires en main en tentant de les dégager. Cet État, au final, ne peut être qu'un État fasciste. Un État qui piétine le cadre pseudo-démocratique habituel de la bourgeoisie. Un État en situation de crise. Cet État, nous n'y sommes pas encore, et nous n'y serons pas encore, même avec les fascistes, à la tête du gouvernement. Il faut d'abord rassembler le parti unique de la bourgeoisie. Ce parti n'a pas de statut propre, ni de nom ou d'étiquette sur les cravates des députés. Et pourtant, il est bien là. C'est un fait de classe, c'est le parti unique de la bourgeoisie. Le bloc bourgeois, ultra-réactionnaire, allant de pair avec le renforcement de l'État et de l'exploitation. À l'intérieur, on trouve des visages familiers, et en fait, il n'y a que ça. Chaque homme politique, qu'importe sa tendance, représente les contradictions internes à la bourgeoisie, de gauche ou de droite. Cette tendance est marquée dans les élections européennes de cette année. En temps normal, personne n'en a rien à foutre des élections européennes. On sait bien que le Parlement ne sert à rien, c'est ça qui explique la faible participation. Là, la donne est différente. Les partis bourgeois sentent le vent tourner. Ces élections n'étaient pas préparées dans un cadre européen. C'était une étape de la militarisation et de la préparation du bloc bourgeois ultra-réactionnaire, uni pour faire taire toute révolte et toute contestation. Le gouvernement Macron a été un pivot dans cette restructuration. Les aménagements pour les bourgeois, ce qui signifie bien souvent la privation et la répression pour nous, ont été mis en place avec une rapidité désarmante, le temps pressant de plus en plus. La loi immigration optimise l'exploitation de la main-d'œuvre immigrée, réduite au silence par la précarité et par la menace d'expulsion, flattant du même coup les affects réactionnaires nécessaires à la division de notre classe. Les violences racistes se multiplient sous l'œil bienveillant de l'État. La loi sur la réforme des retraites permet de mettre encore plus d'argent dans les caisses de l'armée et dans les poches des actionnaires, au détriment de ceux qui auraient eu besoin de cet argent pour se soigner, se former à un métier, manger à sa faim. L'embrigadement de la jeunesse aux valeurs de la bourgeoisie est d'ores et déjà mis en place, avec l'installation graduelle du SNU, la promotion d'une vision guerrière du monde et de la vie, ainsi que des règles toujours plus strictes à l'école ou dans nos quartiers. De son côté, la police peut continuer à tuer ouvertement qui elle le souhaite,
La machine médiatique et la légalité bourgeoise est de son côté, et peut même la récompenser pour ses fidèles services. La répression contre les militants progressistes, révolutionnaires, est de plus en plus intense, et la solidarité internationale est de plus en plus sanctionnée. Soutenir des causes étrangères aux intérêts des bourgeois, cela veut dire maintenant s'exposer à des poursuites judiciaires, et même à de la prison. Tout ce dont Le Pen rêvait, Macron l'a fait. Cerise sur le gâteau, nous assistons à une crise identitaire, avec les masculinistes qui, sans que cela ne surprenne personne, sont en tout point des appuis à la réaction, alors que les violences contre les femmes explosent. Et oui, si une femme sort de la cuisine, elle risque de s'intéresser à la politique et tout cela met du désordre. A l'inverse d'une vision de progrès, la bourgeoisie nous offre la régression, l'abêtissement, le nombrilisme. Tout cela alimente la crise sociale d'une manière ou d'une autre, car dans le fond, deux classes s'affrontent, la bourgeoisie et le prolétariat. Deux visions du monde opposées, deux projets de société qui s'excluent mutuellement. Comment nous faire croire que le RN est pire ? On l'a dit plus tôt, la politique bourgeoise n'est pas une affaire de programme ou de candidat. C'est une affaire de période historique, de contexte mondial, d'époque. La réactionnarisation est un processus, et ce processus a été porté par des visages très différents au cours des dernières décennies. Macron en fait partie bien sûr, mais tout autant qu'Hollande, Sarkozy ou Chirac en ont fait partie. Autrement dit, ce n'est pas la gauche contre la droite, les deux vont dans le même sens. Pour le moment, ce n'est pas le RN qui est en train de progressivement appliquer la préférence nationale, la terreur sur les masses et la répression de plus en plus brutale sur les révolutionnaires et les révoltés. Ce sont eux, ceux qui sont au pouvoir, qui le font. Tant et si bien qu'il est difficile de voir qui est le plus radical entre un Gérald Darmanin et une Marine Le Pen. Qu'importe le candidat, on est dans une continuité. Leurs actes à tous pointent une même direction. Guerre, répression, corruption. Macron tente de stabiliser la crise politique avec un bipartisme à l'américaine, ultra-réactionnaire face à ultra-réactionnaire. Ici, la République en marche contre le Rassemblement national et leurs satellites respectifs. On coupe les micros à la social-démocratie. Elle n'est plus utile vu l'époque. Il ne faut plus tenter une meilleure répartition du butin avec les masses. La bourgeoisie doit l'accumuler encore plus pour elle, pour survivre. Mais la participation des partis de gauche à toute cette mascarade est une composante très utile du parti unique de la bourgeoisie, puisqu'elle le légitime. Dans tous les cas, ces partis intègrent parfaitement la dictature de la bourgeoisie, et s'en contentent. Aucun ne veut y mettre fin. Tous acceptent le règne des monopoles. La redistribution, de plus ou moins de miettes, ne fait pas une différence si fondamentale. Il n'y aura pas de fascisme le 8 juillet. La peur du Rassemblement national est compréhensible. Ce n'est pas un parti anodin. Son passé est ancré dans ce que la bourgeoisie française a su créer de pire, et son programme est une déclaration de guerre supplémentaire contre les masses. Mais il faut encore garder le contexte de cette montée fulgurante du Rassemblement national, à savoir les crises déjà en cours et celles à venir. La première crise bien établie est celle de la crise économique. Depuis 2008, la bourgeoisie, partout dans le monde, a beaucoup de difficultés à faire du profit. Le capitalisme repose sur une anarchie de la production, ce qui permet des crises de surproduction et une baisse de l'accumulation du capital, qu'on appelle croissance. Cette terrible crise économique est la cause de l'inflation et de l'augmentation de la pauvreté dans tous les pays. S'ensuit alors la crise sociale, que nous connaissons aussi très bien. Partout, la pauvreté augmente, l'écart est toujours plus profond entre nous et la bourgeoisie, et donc la tension monte. Le sentiment qu'il y a un problème de fond se généralise, et que la raison soit claire ou pas, c'est palpable. Nous sommes maintenant dans une crise politique, rendue possible par les deux précédentes. Les masses veulent renverser la table. Peu importe comment, rien ne peut plus être comme avant. C'est la situation de la France qui est flagrante depuis 2017. La bourgeoisie tente de s'en sortir en créant autour d'elle un bloc ultra-réactionnaire qui a besoin de mieux réprimer pour mieux exploiter. Mais il n'y aura pas de retour au calme. Toutes ces crises aboutissent inévitablement à une crise de régime. Une situation dans laquelle les masses ne veulent plus être gouvernées comme avant, et où la bourgeoisie ne peut plus gouverner comme avant. L'État ayant perdu toute légitimité, aux yeux des masses, les révoltes se multiplient spontanément. Les grèves, les insurrections, les actions de sabotage et autres sont encore facilement contrôlables. Les perquisitions, dissolutions et condamnations se multiplient contre une classe divisée et désorganisée. Mais face à une situation où la bourgeoisie peut être renversée du pouvoir, elle a un dernier recours, et c'est le fascisme. Les régimes fascistes du siècle dernier sont nés dans des conditions différentes dans la forme,
mais dans le fond très semblables. Hitler serait toujours un petit milicien de la Bavière, sans la terreur des monopoles allemands face à une crise économique profonde et au puissant mouvement ouvrier allemand inspiré par l'URSS. La base rouge dans la révolution prolétarienne mondiale, sortie victorieuse et triomphante dans la guerre contre le fascisme. Le fascisme arrive seulement quand la situation est mûre, et il n'arrive jamais sans sa raison d'être, le danger terrible de l'organisation de la classe ouvrière, organisée et dirigée par un parti communiste, et donc un parti opposé à tous ceux de la bourgeoisie, puisque son but est de mener une guerre révolutionnaire contre la bourgeoisie, une guerre préparée, planifiée, répondant à une stratégie de prise du pouvoir. Ce n'est pas pour rien que la réactionnarisation met en place tous les moyens de répression qui seront utiles au fascisme. Il s'agit, pour la bourgeoisie, d'être prête quand l'heure viendra. Elle se sera barricadée et aura aggloméré une meute de chiens fanatisés prêts à la défendre, quitte à faire couler des rivières de sang. Aujourd'hui, le processus est déjà assez avancé, puisque la force armée de l'État est encouragée à commettre des meurtres. L'armée est d'ailleurs elle-même bien à l'affût de ce qui se passe aujourd'hui. Si les politiciens bourgeois n'arrivent pas à régler la crise politique, c'est elle qui le fera. Parce que bon, ce qui définit un État bourgeois, c'est pas les clowns retourneurs de veste qui passent à la télé, c'est avant tout son armée et la force armée en général, une force armée détachée de la société. On se souvient de la tribune des généraux putschistes parue dans Le Point, qui prévenait très calmement qu'ils seraient prêts à faire un coup d'État pour rétablir l'ordre, et on se doute bien de quel ordre ils parlent. C'est de là que viendra le fascisme, où se précipitent toutes les pires tendances de la bourgeoisie ultra-réactionnaire, et qui a le monopole des armes quand sonne l'heure de la révolution. Ce que nous vivons, ce qu'on appelle la droitisation ou la montée de l'extrême droite, ce n'est donc rien d'autre que ce processus de réactionnarisation qui devient de plus en plus visible. La classe doit être divisée par le chauvinisme et le racisme, et surtout, elle doit être constamment tyrannisée par la criminalisation de toute opposition. Mais la répression est un aveu de faiblesse. À bien y regarder, vous ne trouvez pas cette fin de régime grotesque ? Pour nous, en tout cas, il est certain que la voie est maintenant bien tracée. La période qui s'ouvre sera celle de la Révolution. Mais est-ce bien la seule ? N'y a-t-il pas un dernier petit vote qui changerait ce qu'aucune des dizaines d'élections n'a pas changé avant ? L'aile gauche de la bourgeoisie est bien là, et elle semble plus unie que jamais. Mais est-ce une alternative préférable ? Nous le verrons dans le prochain épisode.